Moi, je trouve, là, pour l'écouter après. Ok, c'est bon. Tu peux commencer, Gina. Voilà, bonjour. Pour certaines personnes, c'est encore bonjour. En tout cas, je vous dis kwei. Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment, comme je le disais, d'être là dans vos horaires panel intitulé La diaspora haïtienne par ordre de prénom. J'aime bien changer les ordres alphabétiques. Alors, par ordre de prénom, il y a Franz André. Bonjour Franz, merci d'être là. Il y a Magdala Jean-Baptiste. Merci encore Magdala d'être là. Bienvenue. Il y a Manuel Mathieu. Merci Manuel et enchanté de vous connaître. Et il y a Tammy Jean-Baptiste. Ce sont nos 4 panélistes. Alors, j'aimerais vraiment vous laisser la parole. D'accord, le temps est court. 1 heure de temps, ça passe très vite. Moi, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais juste mettre rapidement, on commence la discussion. Ça vous va? Oui? Oui, contexte de la session. Alors, le contexte de la diaspora haïtienne au Québec, bien sûr qu'on entend beaucoup parler de la diaspora haïtienne au Québec. En fait, cette diaspora, on dit qu'elle date d'une bonne, elle est sexagénaire maintenant, hein, depuis 6 bonnes dizaines d'années. On pourrait dire que la diaspora haïtienne s'est installée au Québec. Avant, au début, on disait qu'ils fuyaient l'élevage des Duvaliers. Ensuite, ça s'est poursuivi. On disait que c'était des gens qui fuyaient les conditions économiques difficiles. Par la suite, la diaspora au Québec a continué à s'enrichir des Haïtiens qui venaient. Bon, maintenant, on sait que pour toutes sortes de raisons, dont l'environnement, puis le séisme notamment, des questions d'environnement, des questions d'insécurité qui perdurent et aussi des questions de pauvreté, travail, éducation, etc. Donc, pour toutes sortes de raisons, les Haïtiens quittent Haïti, mais on dirait que beaucoup quittent Haïti, mais on a cette impression que tout le monde veut quitter Haïti, hein? Alors, c'est particulier. Le terme diaspora avait une connotation négative auparavant, comme me faisait savoir Magdala. C'est vrai qu'être diaspora, c'était une manière une injure presque. Apparemment, depuis le séisme, la connotation péjorative a fait place à une connotation plus positive du terme diaspora. Donc, les rapports entre la diaspora haïtienne de Montréal et la société haïtienne en Haïti semblent avoir évolué. En tout cas, pour le meilleur, il semble avoir en fait une valorisation de la diaspora haïtienne au Québec, en Haïti même. Cependant, on parle maintenant de fuite des cerveaux en raison du fait que beaucoup de gens qui partent sont des personnes diplômées en Haïti, mais qui ne servent pas la cause haïtienne parce qu'elles se sentent elles-mêmes obligées de quitter également, d'où l'expression « la fuite des cerveaux ». Alors, avant de commencer, je dirais que la notion de diaspora elle-même, dans diaspora, il y a dia, dia qui veut dire à travers, il y a l'idée de dispersion. Au départ, c'est un concept qui était spécifique à la communauté juive dans sa dispersion à travers le monde. Donc, on parlait de diaspora juive avec des majuscules. Maintenant, la diaspora est un terme qu'on emploie pour d'autres communautés ethniques, culturelles qui quittent leur lieu d'origine. Diaspora fait aussi appel à semer. C'est l'idée de semer un peu partout, mais semer dans la dispersion. En ce sens-là, j'ai l'impression que c'est plus positif que dispersion. Alors, compte tenu de la situation actuelle
des diasporas haïtiennes à travers le monde et aussi de la situation actuelle en Haïti. Je pense que, mon Dieu, comme c'est pertinent de nous pencher sur cette proposition-là maintenant, aujourd'hui même. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander peut-être rapidement, peut-être en 3-4 minutes, chacune pour commencer, peut-être de vous présenter en lien avec votre propre identité qui c'est diasporique, on pourrait le dire. Pouvez-vous vous présenter et puis nous dire en quelques mots, peut-être 2 ou 3 mots, qu'est-ce que la diaspora haïtienne pour vous? On va commencer donc avec Franz. Allez-y. Merci beaucoup, Gina. J'aurais préféré qu'on commence avec nos dames pour être galant à ce niveau. Mais... Oui, c'était ma fameuse, mon ordre alphabétique des prénoms. Voilà. Très bien, non, je comprends, je vous taquine. Bien, écoutez, bon, moi, je suis comité d'action des personnes statut, qui est un comité qui travaille avec les demandeurs d'asile, les sans-statut, les sans-papiers, et un comité qui a été formé en 2015 suite à un levé de moratoire ici au Canada, qui exposait près de 2500 de nos compatriotes, et on a pu avoir un programme de régularisation qui a permis à plus de 1900 de ces 2500 d'avoir la résidence permanente. Alors, je travaille depuis 2017, je travaille à temps plein dans ce domaine, et avec la nouvelle crise, bon, il faut dire 2017, pourquoi 2017? C'est que Donald Trump avait décidé de ne pas renouveler la TPS qui devait aider, qui protégeait justement aux États-Unis près de 50 à 60 000 de nos compatriotes. Et suite à ce levé de moratoire, en même temps, M. Trudeau a dit, venez au Canada, si vous êtes persécuté, la diversité est notre force. Alors, nous avons eu cette vague en 2017 et c'est là que j'ai décidé de faire à temps plein ce que je fais. Maintenant, depuis novembre 2021, le Canada, les frontières du Canada ont été réouvertes et puis là, on a une plus grande crise que 2017 et on ne voit que la pointe de l'iceberg présentement. Donc, qu'est-ce que la diaspora pour moi? La diaspora, effectivement, ce sont des gens qui vivent ailleurs. Et j'ai apprécié beaucoup, Gina, que vous avez dit les diasporas. Parce qu'effectivement, je crois que dépendant de quel endroit vous vivez des réalités qui sont différentes. Donc, les diasporas réagissent différemment, justement, à rapport à ce qui se passe en Haïti. Et il y a, selon moi aussi, un manque de solidarité entre les diasporas. Il y a toujours des intérêts qui sont divergents et je dois vous avouer, il y a eu une manifestation ici samedi dernier à Montréal pour dénoncer ce qui se passe en Haïti. Et puis, je me suis aperçu, effectivement, on essaie de désolidariser les diasporas à travers les diasporas. Ça veut dire que la diaspora ici à Montréal ou au Canada, je pense qu'on est en train de justement les séparer pour créer des diversions et créer une division. Et ça, c'est quelque chose que je dois vous avouer qui m'a beaucoup surpris. Donc, pour moi, la diaspora a un rôle important à jouer dans ce qui se fait en Haïti. Et tout à l'heure, le terme diaspora, est-ce qu'il a pris justement une certaine noblesse? Oui, dans le langage politique, à mon avis. Mais si on va sur le terrain en Haïti, je crois que la population haïtienne, les gens de tous les jours, au contraire, voient la diaspora négativement. Ça, c'est ce que j'ai constaté d'avoir été en Haïti. Quand on te qualifie, moi, quand j'arrive en Haïti, on m'appelle diaspora, on me donne toutes sortes de noms autres que d'être un Haïtien parce qu'ils ont l'impression que les diasporas ou la diaspora ne comprennent pas la réalité en Haïti. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Franz. Merci d'avoir mis la table déjà pour la discussion. On va vous écouter, Magda. Bon, alors, Oui. bonjour tout le monde. Je suis Magdala Jean-Baptiste. Je suis haïtienne. Alors, je suis doctorante à l'ISTEA. L'ISTEA, c'est un institut que la diaspora canadienne a mis sur pied en Haïti. Et cet institut-là se trouve dans le Nord. C'est vraiment complètement organisé par la diaspora haïtienne qui vit au Canada. Maintenant, je suis en
train de réaliser un stage de recherche à l'UQAM en petite enfance. Alors, il y a un lien entre l'institution et les universités canadiennes. Alors, je suis heureuse de participer à ce symposium. Alors, je dis à tous et à toutes bonne participation. Merci beaucoup. Merci, Magdala. Magdala, voudrais-tu partager avec nous 2 ou 3 mots qui, selon toi, caractérisent cette notion de diaspora haïtienne pour toi, au pluriel, par exemple? Ouais. Je peux dire que la diaspora haïtienne est née aussi à partir de l'exode rural, c'est-à-dire de l'exode, les paysans ou bien les Haïtiens laissent la campagne pour se rendre dans les grandes villes. Et ensuite, arrivés dans les grandes villes, leurs besoins ne sont pas satisfaits. Maintenant, ils se dirigent vers des métropoles. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui cause alors cette immigration? C'est à cause de la sous-éducation chronique de la population. C'est aussi l'inaccessibilité des soins de santé. Et ensuite, c'est le taux de chômage très élevé de la population. Et ensuite, on a constaté aussi qu'en Haïti, il y a une perte du contrôle de la démographie. Et ensuite, on a vu aussi une sorte d'incapacité pour les Haïtiens de créer de la richesse. Et il y a l'affaiblissement considérable de l'appareil de l'État. Il y a la dégradation considérable de l'environnement et ensuite l'appauvrissement continu de la population. Et ce qui entraîne aussi cette diaspora, c'est l'exode accéléré des cerveaux. Et ensuite, cet exode a causé aussi une dépendance quasi totale envers l'extérieur. Et on a vu aussi une sorte de réduction considérable de la souveraineté nationale et une exclusion sociale, c'est-à-dire que par manque des besoins de base, école, santé, et ensuite électricité, eau potable. Et ensuite, maintenant, tout le monde cherche à laisser le pays, tout le monde cherche à aller chercher le mieux ailleurs. C'est ce qui cause vraiment, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement de la diaspora, des Haïtiens vers les villes étrangères, il y a aussi une sorte d'exode rural. Les Haïtiens aussi quittent les provinces pour se rendre dans les grandes villes. Comme j'avais dit, maintenant, il y a toujours ce manque. Par exemple, il n'y a pas vraiment de soins de santé pour les enfants. Il n'y a pas vraiment d'éducation. Eh bien, ils se dirigent vers les métropoles, les grandes métropoles ou bien vers les pays industrialisés, à savoir la France, les États-Unis et le Canada. Plus bas, on va voir d'autres choses concernant cette migration. Mais c'est super de nous amener cette notion de diaspora, mais interne à Haïti, déjà. Et donc, c'est comme si, finalement, bien avant l'exode, ce qu'on appelle la migration massive en dehors d'Haïti, il y avait déjà un processus de diasporisation à partir de la ruralité. Merci, Magdala, de nous amener ce concept-là de diasporisation à l'interne, en fait. Manuel, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez... Bonjour, merci. Manuel. Bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Que je l'ai un peu perdue avec la réponse des 2 premières personnes. Mais en fait, pour commencer, je vous demande de vous présenter tout simplement à nous, peut-être en lien avec votre propre identité diasporique, et de nous dire, selon vous, en 2 ou 3 mots, comment vous représentez-vous la diaspora haïtienne ou les diasporas haïtiennes? Je me présente brièvement. Je suis Manuel Mathieu, je suis un artiste peintre. Je fais aussi de la sculpture, de l'installation et aussi du cinéma. Pour moi, l'idée de la diaspora, de manière générale, c'est un concept qui questionne les limites géographiques d'un pays et ce qu'on définit comme un pays. Par la même occasion, l'abstraction de cette culture-là à travers cet espace géographique-là. Donc, pour moi, l'idée de la diaspora haïtienne, elle questionne les limites du pays géographique. Et comment est-ce que dans ce questionnement-là, comment est-ce qu'on peut parler de l'épanouissement de la culture, du moins du voyage de la culture?
Mathieu. Je sais que vous êtes très prolifique, très connu à travers vos expositions et donc ça ne m'étonne pas du tout que vous insistiez sur la notion de culture. Donc, j'ai l'impression que finalement, je pourrais dire, les frontières culturelles, en fait, vous les voyez, les frontières géographiques, vous les voyez plutôt comme des frontières culturelles. Et donc, aller au-delà des frontières veut dire pour vous aller aussi au-delà des frontières culturelles, si je me trompe. C'est bien ça? Aussi, oui. Oui, oui. Merci, Mathieu, de nous amener cela, le concept. Et Tammy, on vous écoute. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Tammy Jean-Baptiste, je suis candidate à la maîtrise en éducation sous la direction de Manon Boily à l'Université du Québec à Montréal. Je suis canadienne d'origine haïtienne, donc je suis née au Canada de parents immigrants. De ce fait, je fais partie de la deuxième génération car mes deux parents sont nés en Haïti. Donc, ces caractéristiques culturelles qui me définissent personnellement est également similaire à mon entourage aussi. Donc, je me considère quand même haïtienne parce que tout ce qui m'entoure est teinté de la culture haïtienne, que ce soit par mes valeurs et mes habitudes. Puis, pendant plusieurs années, j'ai eu l'opportunité de participer à des œuvres humanitaires en Haïti qui consistent à mettre en place des formes médicales, des visites dans les prisons ou tout simplement des rassemblements récréatifs dans le but de socialiser ou tout simplement de soutenir les habitants d'une certaine région. Donc, et j'ai aussi l'occasion de voyager plusieurs fois en Haïti. Donc, mon origine ethnique ainsi que mon expérience culturelle vont me servir de point d'ancrage pour participer à cette table ronde pour enfin analyser ensemble les causes de la migration massive. Puis, personnellement, le terme diaspora, je l'ai connu par mon expérience personnelle, justement, en allant en Haïti. Donc, lorsque les autres personnes, les Haïtiens, me disaient que j'étais diaspora, pour moi, ce terme-là était positif, n'était pas négatif. Donc, voilà. J'avais vraiment l'impression qu'on valorisait ce terme ou bien qu'on regardait d'une manière particulière ces personnes qui étaient des diasporas. Donc, pour moi, les diasporas, ce sont des personnes étrangères qui ne sont pas nées au pays ou bien qui sont parties il y a très, très longtemps. Donc, voilà. Intéressant, hein? Intéressant. Donc, sûrement que vous n'êtes pas allé au même moment, à la même période que Franz qui a eu l'impression, et que je connais aussi, cette connotation péjorative de la notion de diaspora, et puis vous, Tammy, qui avez eu cette impression d'une connotation positive au contraire, donc une évolution finalement de la représentation sociale de la diaspora haïtienne finalement par les Haïtiens en Haïti, en Haïti même. C'est intéressant. Je sais que Magdala a insisté dans notre échange avant sur le fait que l'existence même de la diaspora haïtienne, si elle est bien pour les diasporas qui ont quitté, parce que comme elle disait Magdala, bon ben, on cherche une meilleure vie pour soi, ses enfants, etc. Et puis on fuit aussi les conditions environnementales, sociales, économiques, d'Haïti. Mais à ce moment-là, quelles sont les conséquences sur Haïti, selon vous? Quelles sont les conséquences pour Haïti? Le fait de l'existence de cette diaspora qui se sont multipliées, de cette diaspora haïtienne qui se sont multipliées dans le monde. Qui veut y aller? Est-ce qu'on reprend le même tour ou bien on y va dans le désordre? Qui veut prendre la parole? La saisie. On fait ça comme ça, dans le désordre. Mais Franz veut prendre la parole. Allez-y, Franz. Bon, alors, quelles conséquences pour Haïti, pour la société haïtienne qui se voit comme ça, dépossédée apparemment, ou bien voit la fuite de ses cerveaux? Quelles conséquences pour Haïti? Très bien. Alors, je voudrais peut-être juste ajuster un petit peu, et puis Tammy, tant mieux que vous avez été vu positivement. Mais moi, je parlais effectivement, c'est très péjoratif, on me qualifiait de diaspora, d'expatrié. Puis je donne un exemple très simple. Quand j'étais à l'hôtel, j'ai oublié le nom de cet hôtel. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas en Haïti.
J'étais dans un hôtel et j'ai vu des jeunes qui travaillaient là-bas et qui se parlaient. Puis quand j'étais les voir, parce que moi, j'étais intéressé à savoir quelle est la réalité de ces jeunes. Donc, c'était des jeunes qui travaillaient là et qui sont arrivés dès 6 heures du matin, habillés avec leur chemise blanche, la cravate noire, espérant qu'on va leur demander de travailler. Ils viennent comme ça à tous les jours, espérant, c'est l'hôtel qui arrivait. Donc, finalement, j'ai été le voir, puis d'entrée de jeu, je leur parle en créole. Et puis là, ils me regardent, et puis ils me regardent de haut en bas, et puis il me dit, qui êtes-vous? Je me présente. Et puis il dit, ah, vous êtes la diaspora, vous êtes l'expatrié. Ils m'ont donné toutes sortes de noms. Et puis je continue à leur parler, puis je voulais comparer. Et puis il me regarde, et puis il me dit, le plus vieux, il me dit, oui, vous parlez créole, mais est-ce que vous êtes haïtien? Alors là, je regardais, et puis, est-ce que vous êtes haïtien? Et puis, c'était la bonne question. Ce qu'il voulait sous-entendre, est-ce que vous connaissez notre réalité? Est-ce que, en tant que diaspora à l'extérieur, qui nous envoie de l'argent, vous vous sentez bien, nous envoyer de l'argent, est-ce que vous changez notre réalité? Parce que nous sommes là depuis 6 heures du matin et on n'est même pas certain que je vais pouvoir manger aujourd'hui. J'espère qu'on va me faire de la charité. Alors ça, c'était une des choses. L'autre chose, et ça c'est moi, je suis né en Haïti, je suis l'enfant, malheureusement, le résultat du Valier Papadoc. Donc j'ai vécu cette réalité et c'est là qui me sensibilise à faire ce que je fais. La persécution, j'ai vu des gens tués devant moi, mes parents nous quitter, etc. Donc je suis devenu un diaspora par force. J'ai pas voulu et jusqu'à présent, mon âme est restée en Haïti. Donc, pour moi, être diaspora d'un pays, je ne me qualifie pas de Québécois ou de Canadien d'origine haïtienne. Je suis avant tout haïtien qui vit au Canada ou qui vit au Québec. Ça me permet justement d'être diaspora de la nation haïtienne. Alors ça, c'est mon cheminement là-dessus. Malheureusement, la diaspora s'agrandit. Mon quotidien est de rencontrer des gens qui ont soit quitté Haïti pour aller au Brésil, Chili et ailleurs, et qui depuis maintenant quelques années cheminent vers les États-Unis, le Canada. Et nous avons vu ce qui est arrivé au mois de septembre dernier aux États-Unis, où on a accueilli ces gens-là à cheval, les ont fouettés. On a déporté plus de 28 000 de nos ressortissants d'origine haïtienne qui ne connaissaient pas l'Haïti qu'ils vont voir maintenant. Ils ont vécu soit Chili, Brésil, une meilleure qualité de vie, maintenant on les retourne dans le pays. Là, on se retrouve que ce sont des diasporas, si on parle de classe de diaspora, qui, pour avoir possiblement les mêmes qualités de vie qu'ils avaient au Chili ou au Brésil, ils vont peut-être faire rentrer dans la gang, parce que présentement, Haïti n'est pas prêt à les recevoir. On les a reçus avec un petit sac en plastique, avec des petits trucs avant, mais certains n'ont plus de famille, ils n'ont plus d'ancrage familial. Maintenant, l'autre diaspora que je vois maintenant qui arrive, ce sont des gens qui ont des visas, soit canadiens ou américains, et qui quittent. Ce sont justement, encore une fois, une vague de cerveau qui quitte le pays et qui viennent revendiquer asile. Et ce sont malheureusement des gens, des individus extrêmement éduqués et qualifiés qui vont se retrouver à aller travailler comme préposés bénéficiaires, comme agents de sécurité, etc., etc. Alors, oui, il y a une diaspora qui est déjà plus ancrée ici depuis au moins les années 50, mais on est en train de créer une nouvelle diaspora qui, malheureusement, on le voit dans les rhétoriques de M. François Legault, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé ici, où ils ont qualifié les diasporas qui arrivent ici de porteurs de COVID, que ce sont des gens qui viennent prendre plutôt que de contribuer, etc., etc. Donc, oui, il y a un effet réellement dévastateur, selon moi, pour la diaspora. Et les diasporas qui sont là depuis plusieurs années, selon moi, n'accueillent pas cette nouvelle vague dans un contexte de diaspora qui vont venir nourrir positivement la diaspora à Montréal et la communauté d'accueil qui est le Québec. Alors ça, c'est ma notion de diaspora. Le micro, Gina, ton micro. Encore une fois, on constate quoi, ce manque de solidarité à l'intérieur même de la diaspora haïtienne au Québec par rapport à ces nouveaux
ces nouvelles venues d'Haïtiens, donc cette rediasporisation d'Haïti, en fait, ou bien qui continue même. Merci, Franz. Qui voudrait réagir, qui voudrait nous dire... Alors, selon, quelles sont les conséquences ici, à la fois sur Haïti et à la fois sur les diasporas haïtiennes dans le monde, en fait? Oui, alors, je comprends la préoccupation de Franz, mais je peux vous dire aussi qu'un pays ne peut pas se développer sans son élite. C'est-à-dire lorsqu'il y a la fuite de cerveau et ensuite toutes les personnes éduquées sont en train de partir, il y a un problème. Et ensuite, cette immigration massive d'Haïtiens représente un problème majeur pour le pays, tant qu'au niveau physique, au niveau social, au niveau politique et au niveau économique. Par exemple, si on a besoin de quelqu'un de spécialisé, il faut se rendre à l'étranger. Ça, c'est une des conséquences de la diaspora, c'est une des conséquences des personnes qui laissent, de la fuite des cerveaux. Et ensuite, normalement, on n'a pas vraiment de spécialité. C'est-à-dire, on cherche des professionnels qualifiés, on cherche aussi, dès qu'il y a un problème à résoudre, on va vers l'étranger, on va chercher des professionnels qualifiés, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment des personnes sur place. Je comprends aussi, il y a un manque d'unité, mais il y a aussi des tentatives qui se réalisent. Par exemple, il y a le Grand Monde. Maintenant, avant, il n'y avait pas de formation de deuxième cycle en Haïti. Il y en avait, mais c'était très timidement. Maintenant, il y en a dans 8 villes du pays. On a pu installer des programmes de master, des programmes de doctorat et même de post-doctorat, mais c'est avec la diaspora. Moi-même, je pense que vous pouvez faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire beaucoup plus que ça, mais nous devons nous unir. Et alors, même si avant, on disait, ah oui, la diaspora, mais on commence à voir la diaspora de façon positive. On commence à comprendre. Et ensuite, la diaspora haïtienne aussi doit s'imposer politiquement, socialement, physiquement et économiquement dans le pays. Il y a de la place pour vous. Moi-même, je suis en Haïti, je vis en Haïti, j'habite à Jacmel, je suis en train de faire mon doctorat à Jacmel, là où je suis. Ça, c'est une initiative de la diaspora haïtienne. Alors, on peut se mettre ensemble, on peut nous unir pour faire de grandes choses. C'est ce que je dois dire à propos. Merci, Magdala. Merci de mettre en évidence cette réalisation depuis le séisme de Samuel Pierre et ses acolytes. Il y a beaucoup de gens autour de Samuel qui ont mis sur pied le GRAN, le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, et puis l'ISTEA, l'Institut en sciences et technologies, études avancées en Haïti, auquel j'ai l'honneur de participer en y enseignant. Et donc, merci Magdala d'amener, en tout cas, je pense que Magdala, elle invite tout simplement, c'est un cri du cœur, elle invite les Haïtiens des diasporas haïtiennes à s'impliquer plus avant dans la socio-économiquement, politiquement, culturellement, etc., etc. Donc, merci Magdala pour le cri du cœur. Manuel, est-ce que politiquement, oui, est-ce que politiquement on a un poids dans la diaspora? Ce qui veut dire que je pense pas que en étant de la diaspora, on ait un passeport qui n'est pas un passeport haïtien, par exemple, on peut s'impliquer politiquement dans le pays. On n'a pas légalement le droit, je pense. Donc, à cause de ça, ça fait que c'est beaucoup plus difficile d'essayer de s'impliquer à ce niveau-là. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens de la diaspora qui aimeraient le faire, mais d'une part, il y a l'aspect légal. C'est-à-dire que légalement, je ne peux pas poser ma candidature, je ne sais pas moi, dans une ville comme Jacmel, parce que j'ai grandi à Jacmel et que je reviens de mon pays, par exemple. Je ne pense pas que je peux faire ça. Si je me trompe, corrigez-moi. Et il y a aussi le volet on parlait d'éducation. Je veux dire, si on a un pays qui a une instabilité politique,
économique, c'est plus difficile de trouver du travail. Donc, même si on est qualifié, on n'a pas d'endroit nécessairement où appliquer pour pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est un challenge qui est énorme parce que c'est ça qui pousse les gens à laisser le pays. Même s'ils sont qualifiés, ils sont capables de travailler, ils cherchent, mais il n'y a pas nécessairement de travail qu'ils peuvent recevoir ou qui peuvent bénéficier de leur expertise. Donc, ça, si on continue là-dessus, cette idée d'instabilité et de politique et économique, c'est difficile aussi pour quelqu'un qui habite à l'extérieur de venir s'installer en Haïti parce qu'on a des problèmes de base qui doivent être réglés. Et en n'ayant pas ces problèmes de base de régler, et c'est un peu tautologique parce qu'on a besoin de personnes pour régler les problèmes, mais les personnes ne viennent pas parce qu'il y a le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour créer ce pont-là, hein, un pont qui va nous permettre de bénéficier, de faire tout le monde bénéficier de cet échange-là. Pour le moment, la manière la plus simple, je pense que c'est pas nécessairement sain, c'est juste d'envoyer de l'argent tout le temps. Et je pense que je sais pas, il y a une taxe, il y a aussi certaines personnes qui bénéficient de cette taxe de transfert. Est-ce que cette taxe est réutilisée pour développer le pays? Je ne sais pas. Je ne pense pas que personne ait une réponse là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on a les recours pour y remédier? Donc, je ne peux pas non plus dire que c'est la voie facile pour tout le monde parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'autres capacités ou d'autres moyens pour aller en Haïti et créer du travail ou bien même de s'installer. Donc, la manière qu'ils peuvent aider, c'est d'envoyer de l'argent. C'est très noble si c'est cette manière qu'on décide de faire les choses. Mais ça vient avec ses limites aussi. Allô, vous Ça vient avec ses m'entendez? limites. Ouais. Oui. Ah, désolé, Emmanuel. Oui. Non, j'avais fini. C'est qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a des impasses qui sont aussi plus grandes que notre volonté de vouloir bien faire les choses. Maintenant, on peut essayer d'énumérer ces impasses-là, que ce qui peut être des impasses politiques ou des impasses économiques ou légales, parce que justement, je ne peux pas m'impliquer dans le gouvernement parce que justement, j'ai pas un passeport haïtien. Puis si on laisse la politique à part, si on dit que ça n'a rien à voir avec la politique, je veux aller m'installer en Haïti, avoir ma maison, ou bien partir une compagnie, mais est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a une stabilité qui me permet de générer de manière sécuritaire du revenu pour payer mes employés? Vous comprenez? Et s'il n'y a pas de recours par rapport à ma sécurité, ce qu'on vit en ce moment d'ailleurs, c'est difficile pour moi d'aller investir mon argent, que j'ai dû m'en gagner peut-être ailleurs, mais ce sont des questions qui sont grandes et qui parfois sont plus grandes que nous, que nos perspectives individuelles. En tout cas, j'ai pas de réponse, mais c'est juste de prendre ces éléments-là en considération lorsqu'on essaie de tracer une sorte de cadre de ce qu'il faut faire. Merci, Manuel, de nous amener en fait ce cercle vicieux dans lequel on semble se trouver en tant qu'Haïtienne, Haïtien. On voudrait participer pour contribuer à régler les problèmes d'Haïti, mais en fait, pour régler ces problèmes, il faudrait quand même qu'il y ait déjà une sorte d'infrastructure pour accueillir des gens des diasporas qui voudraient aider. Et donc, finalement, on ne s'en sort pas. Ce qui m'amène à dire, je vais donner la parole à Tammy, mais j'aimerais savoir, je me fais l'avocate du diable, d'accord, volontairement pour la discussion. Alors, Manuel, la question, compte tenu de ce cercle vicieux, est-ce que finalement la proposition d'une sorte de force d'occupation en Haïti, ce dont on parle très ouvertement, notamment le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, etc., est-ce que finalement ça pourrait être un énième essai de régler un problème qui semble se retrouver dans une sorte de cercle vicieux? En fait, on réserve ça pour tout à l'heure. Tammy, on vous écoute.
Oui, donc si je peux tenter de réfléchir avec vous pour analyser les conséquences de cette migration massive, donc je peux uniquement parler de ce qui est visible à mon sens. Donc, lorsqu'on constate une migration massive des Haïtiens pour s'établir dans un autre pays, ce constat-là peut donner l'impression qu'en effet, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à différents niveaux, soit au niveau social, économique, politique ou géographique. Puis, il y a plusieurs auteurs qui déclarent justement que Haïti fait face à des difficultés économiques. Donc, ce qui rend aussi justement la chose un peu plus difficile pour les personnes qui ont étudié afin de s'investir ou bien de trouver un emploi. Généralement, de manière universelle, indépendamment d'une culture, lorsqu'on désire poursuivre ses études au niveau supérieur ou tout simplement lorsqu'on souhaite entreprendre des études, c'est pour, entre autres, avoir une meilleure qualité de vie, c'est aussi pour avoir des perspectives d'avenir, c'est pour être en mesure de travailler dans son domaine d'études que l'individu a choisi, c'est aussi, par exemple, de mettre au profit ses connaissances au sein de son emploi. Mais si l'individu n'est pas en mesure de réinvestir ses connaissances, quel que soit l'objectif visé par ces options, alors pourquoi il va rester? Donc, je me suis posé cette question-là, j'essaie de comprendre cette problématique-là parce que effectivement, il y a plusieurs personnes qui sont très, très bien qualifiées, qui sont des étudiants, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui n'arrivent pas à travailler. Donc, je peux comprendre la raison pour laquelle des Haïtiens voudraient peut-être choisir de s'installer à l'extérieur, alors que et aussi, ce que je voudrais mentionner, c'est que, surtout dans la culture haïtienne, les études sont fortement valorisées. Donc, lorsque on veut étudier, mais il n'y a pas de perspective, on fait face à un vide parce que, entre autres, les études peuvent donner une certaine reconnaissance à un individu, surtout chez les Haïtiens. Donc, lorsqu'on n'a pas cette option-là, on se retrouve peut-être devant un néant et peut-être que l'option pour certaines personnes, ça serait de partir. Maintenant, quelles seraient les conséquences observées? J'ai observé, selon moi, les conséquences de deux côtés. Donc, en tant que auprès des étrangers, aussi auprès de ceux qui vivent en Haïti. Donc, en Haïti, c'est sûr que la fuite des cerveaux, comme vous l'avez mentionné, fait en sorte qu'il y a un manque de croissance dans le pays. Donc, le fait que les personnes qui ont étudié ne peuvent pas se réinvestir, ne peuvent pas s'engager dans leur propre pays, ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir une pénurie, il peut avoir des lacunes au niveau de la structure du pays et aussi l'avancement du pays. Tandis qu'à l'étranger, pour les personnes qui désirent s'installer à l'extérieur, il y a aussi des conséquences. Par exemple, ces personnes risquent de se résigner parce qu'ils vont accepter un emploi dont ils sont surqualifiés. Aussi, qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'ils vont aussi accepter des emplois qu'ils ne désiraient pas parce que leurs études n'ont pas été reconnues à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs conséquences qu'on peut observer de cette fuite, la fuite de cerveau, comme vous l'avez mentionné. Ce qui aurait été idéal aurait été un investissement. Donc, lorsque j'étais aux études, donc je suis encore aux études, mais lorsque j'étais dans un programme, il y a plusieurs personnes, des immigrants, qui étudiaient au Canada et par la suite, ils retournaient dans leur pays pour investir justement ce qu'ils avaient appris. Donc, ça aurait été très favorable d'avoir cette situation-là aussi en Haïti. Voilà. Merci, Tammy. Merci d'amener le volet éducation. Donc, cette impossibilité sont tellement ancrées maintenant que ça donne lieu justement à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, mais vous en disant que malheureusement, quitte Haïti pour un mieux vivre, pour un mieux-être, le leur et celui de leurs enfants, etc., et de leurs parents aussi, souvent. Malheureusement, arriver dans des sociétés comme le Québec, la situation ne s'améliore pas nécessairement pour eux, puisqu'ils font face finalement à une grande précarité d'emploi. Donc, si je comprends bien, donc ce qu'on dit, c'est que
la situation d'Haïti est telle que nous sommes vulnérables de toutes parts, en fait. Nous sommes vulnérables en Haïti, hein, à cause de tous les problèmes du pays, physiques, environnementaux, politiques, économiques, etc., écologiques. Et nous sommes vulnérabilisés également en diaspora en raison de la situation d'Haïti. Là, on revient encore à un autre cercle vicieux, un autre cercle pour faire suite à celui de Manuel. Bon. Alors maintenant, pour terminer notre session, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans notre échange de courriel par Patrick, je vous demandais, bon, ne faudrait-il pas reconsidérer la notion même de diaspora, changer de paradigme, voir Haïti peut-être non plus comme une terre d'origine et de laquelle quittent et se dispersent des différentes poches de la population, ce qui constituerait une sorte de diasporisation. Vous allez me trouver dur, hein, mais je vais y aller quand même, d'accord? Vous acceptez? Je me fais l'avocate du diable. Et si Haïti, finalement, n'était qu'un lieu de passage? Et donc, nous sommes arrivés à un certain moment déportés d'Afrique. Nous sommes arrivés de plusieurs régions de l'Afrique, d'autres sont venus, il y a eu un certain métissage, l'Europe, etc. Mais toute cette africanité, finalement, elle a été déposée en Haïti de force. Et donc, se pourrait-il que 500 ans plus tard, qu'on ait à passer à autre chose, peut-être un autre exode, mais cette fois, bon, à travers Abiyala, les Amériques et d'autres régions du monde. Comment est-ce que vous recevez cela? Je sais que ça peut paraître dur, mais je me demande, compte tenu de ces cercles vicieux dans lesquels on se trouve, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? Voilà. Mais je pense Merci, pas... Franz, de répondre. Manuel, okay, allez-y, Manuel. Je ne pense pas que c'est dur comme constatation. La première chose, c'est que si c'est un lieu de passage, c'est un lieu de passage pour où? OK? Fait qu'il faut commencer à se poser la question, pour aller où, au fait? Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai laissé Haïti, pas parce que je voulais laisser Haïti. Moi, je suis bien en Haïti. Donc, ce n'est pas un lieu de passage pour moi. Et ce n'est pas un lieu de passage pour beaucoup d'autres Haïtiens. Et la réalité, c'est que si je pouvais, pas de manière émotionnelle, mais de manière logistique, seulement être en Haïti, dans le sens que je fais des tableaux qui doivent être envoyés à travers le monde. Il n'y a pas de système d'envoi assez complexe qui me permet d'envoyer des œuvres en Chine, dans la même journée envoyer des œuvres au Japon, en même temps envoyer des œuvres au Brésil, etc., etc. Donc, pour moi, Haïti n'est pas un lieu de passage. La réalité, c'est que quand on me demande souvent où est-ce que je veux vivre, là, je suis à Montréal, j'ai habité à Londres, j'ai habité à Vienne, j'ai habité à plein de places. Si on me demande où est-ce que j'ai envie d'habiter, c'est en Haïti que j'ai envie d'habiter. Donc, ce n'est pas un lieu de passage pour moi. Et pour beaucoup de personnes aussi, je pense. Donc c'est ça, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Voilà. Donc, Franz, je te cède le micro. Merci, Manuel. Merci, Manuel. J'aurais tellement à dire, puis je sais que le temps passe, on est déjà ici. Et puis, Gina, la question est pertinente. Et quand j'ai entendu ce que tu m'as dit, c'est que ce que je vois, c'est que nous sommes des touristes sur une terre qui devrait nous appartenir. C'est comme si nous sommes en passage et nous sommes 700 ans plus tard à avoir insisté à rester sur une terre qui ne nous a jamais appartenu. C'est comme ça que ça va rapidement passer dans ma tête. Et ça, non, je ne crois pas. J'ai quitté Haïti, j'avais 10 ans. Ça fait 57 ans que je suis au Québec. Et j'ai fait le voyage direct Haïti, États-Unis, Canada, contrairement à ces gens que je reçois tous les jours et qui ont fait 10, 14 pays dans des conditions infrahumaines, qui ont été rejetés. Et ce sont des gens, moi, je dirais même que cet exode, c'est une business. Pour envoyer les gens à l'extérieur, pour envoyer de l'argent à l'intérieur. Je me retrouve à soutenir une filleule de mon père, qui est décédée en 2015, avec ma mère, où j'envoyais $200 américains par mois. Maintenant, je suis obligé d'envoyer 300 ou $350 américains pour avoir peut-être la même qualité de vie quand elle avait 200. Et ce n'est pas le cas. Donc, cet argent, je m'excuse, Manuel, que
d'envoyer en Haïti, ce n'est pas la solution. Parce qu'on est en train de s'appauvrir, nous, de la diaspora, pour ne pas donner quelque chose de qualité, une qualité de vie en Haïti. Donc, il faut voir les choses autrement. Ma façon à moi, bon, écoutez, la diaspora, selon moi, il y a un pouvoir, entre autres, comme vous le savez, je fais partie des manifestations. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Solidarité Québec-Haïti, qui a été créé en fin 2018-2019. Une des choses que nous avons réalisées en tant que diaspora, ça a été, entre autres, empêcher Michel Martelly de venir ici faire son spectacle. Une chose que beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il était possible. Et ça a créé un peu boule de neige ailleurs. Il y a présentement la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement participer à un changement en Haïti? Une autre chose, ce serait les sanctions qu'on peut prendre justement avec ces criminels légaux qui sont ceux qui créent une situation de sécurité extrême et qui justifient que les forces étrangères vont rentrer en Haïti. Et ces forces-là font partie du problème. Alors, Solidarité Québec-Haïti, nous faisons écho à la population, ce que revendique la population d'Haïti, et nous mettons pression sur le gouvernement canadien pour se retirer de cette ingérence. Oui, ils veulent nous accompagner, tant mieux. Cependant, les problèmes haïtiens doivent se régler en Haïti, ou pas avec les diasporas. Et je reçois des gens à longueur de journée qui viennent ici, qui vont vouloir s'intégrer pour envoyer de l'argent en Haïti, mais si on pose la question, où aimerais-tu vivre? C'est Haïti, mais pas dans les conditions qu'ils ont quittées et encore moins dans la condition qui est présente en Haïti. Donc, la question d'envoyer de l'argent, pour moi, ce n'est pas une chose. Par contre, la question à Magdala, et je connais le GRAN très bien, je dois te dire qu'on ne connaît pas suffisamment le GRAN. Et puis, j'aurais à poser la question, pourquoi on ne connaît pas justement tout ce que fait le GRAN en Haïti? La diaspora ne connaît pas le GRAN. Et vous avez, enfin, le GRAN a inventé une Bible de reconstruction d'Haïti depuis 2010 que les gens devraient savoir. On a des organismes, des ONG, on a des différents. Je fais partie aussi de notre groupe qui s'appelle GSROM, qui est un regroupement des associations régionales qui envoient de l'argent et puis qui créent de belles choses en Haïti. Mais la Bible de GRAN est là et on ne l'utilise pas. Alors, il y a quelque chose qui est déhanché. Il y a un problème, à mon avis, de voir justement cette solidarité. Il y a des solutions qui ont déjà été proposées, on n'a toujours pas appliqué et on continue à vouloir se faire. Et donc, ma contribution ici dans la diaspora, c'est de recevoir des gens, les éduquer sur la nouvelle réalité qu'ils vont vivre, mais aussi les éduquer quel pouvoir qu'ils auront à jouer, quel rôle qu'ils peuvent jouer en s'intégrant dans une diaspora qui est conséquente et qui veut changer Haïti. Donc, c'est mon opinion là-dessus. Merci, Franz. Merci beaucoup. Magdala ou Tammy, voulez-vous réagir soit à ma question posée en avocat du diable ou bien à partir de votre propre perspective? Qu'est-ce qu'on fait à partir de cela, puisqu'on constate des nœuds partout, des nœuds qui semblent impossibles à délier, à dénouer, des cercles vicieux desquels c'est très difficile de sortir, ne pas dire impossible, depuis les 60 ans que nous sommes là, en tout cas, la diaspora, en ce qui concerne la diaspora au Québec. Magdala, vous voulez intervenir? Merci. Alors, pour moi, il faut délier les nœuds. Par exemple, comme Manuel a dit, OK, c'est un lieu de passage. Pour aller où? La destination finale, c'est où? On ne sait pas. Et concernant, par exemple, moi-même, j'ai rencontré des enfants de 8 à 12 ans. Ils sont dans la diaspora aux États-Unis. Lorsque je leur ai demandé, mais est-ce que vous aimez Haïti ou est-ce que vous voulez vivre? Ils ont tous répondu en Haïti. Ils m'ont dit, Haïti, c'est le meilleur endroit pour vivre. Eh bien, pour nos enfants, on doit se battre. Pour nos enfants, on doit se tendre la main pour dire non, on doit s'impliquer. Et ensuite, encore pour répondre à Manuel, avec l'amendement de la Constitution, il y a certaines places politiques que la diaspora peuvent conquérir, par exemple, la mairie, par exemple, les grandes villes. Et ensuite, il n'y a pas que la politique aussi. Il y a les ministères aussi. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors,
Oui, moi-même, j'aimerais savoir si vraiment Haïti c'est une place de passage, mais quelle est la destination finale? Moi-même, je suis au Canada, je suis en stage, je passe par les États-Unis, mais je ne sais pas non plus si je vais continuer à vivre en Haïti ou bien je vais vivre dans un endroit ailleurs. On va voir. Mais moi-même, déjà, je vous invite. Franz Le Grand a fait beaucoup de choses. Il continue à faire beaucoup de choses. Le Grand va avoir 10 ans en mai, mais déjà, nous sommes 150 étudiants qui ont déjà eu leur diplôme en maîtrise et en master. Bah, c'est grand, c'est bon. Et ensuite, il y en a beaucoup qui sont restés en Haïti. Alors, il faut continuer. Et Merci, c'est la question, Magdala. Allez-y, Franz. c'est la question justement que je n'ai pas osé poser la question tout à l'heure, Magdala, c'est que si tu avais un visa pour venir au Canada, est-ce que tu resterais en Haïti? Et je comprends que le grande forme des gens natifs, il y en a beaucoup qui sont restés. Mais on a la même problématique où on est en train de nourrir justement les pays d'accueil au détriment d'Haïti. Et puis, j'applaudis ce que fait le GAN et je connais très bien Emmanuel et je connais beaucoup de gens. Je connais quelqu'un qui a travaillé dans l'aspect de la santé. Et en 2012, j'ai été justement pour la conférence sur la santé du GRAN. Donc, j'apprécie énormément ce que fait le GRAN, sauf que, il n'est pas connu dans les espoirs de sa contribution. Mais est-ce que toi, Magdala, et d'autres qui ont été formés extraordinairement bien par le GRAN, est-ce que si on vous donne un visa pour quitter, est-ce que vous allez quitter? Je pense connaître la réponse parce que tu l'as mentionné toi-même. Est-ce que je vais, etc. Donc, ça, pour moi, c'est un crime de former des gens avec des outils venant de l'extérieur vers l'intérieur et finalement éviter les gens de l'intérieur à quitter. Et je ne pense pas que c'était la mission du GRAN de former des gens en Haïti pour que ces gens-là quittent. Et moi, je trouve que ça fait pas de sens. Aussi bien former ici au Canada et trouver le moyen d'envoyer en Haïti. C'est là que je voudrais qu'on va enrichir. Mais on est en train de déposséder Haïti d'une personne comme vous qui sera super qualifiée, mais qui ne trouvera pas d'issue en Haïti. Vous ne pourrez pas travailler. Merci, Franz. Encore un nœud, hein? Encore un nœud. Magdala l'a dit, on quitte pour les enfants. Hein? Quelqu'un avait dit, bon, pour les enfants, etc. Mais Magdala nous demande aussi de rester en Haïti ou de revenir en Haïti pour les enfants. Vous voyez encore un autre nœud. On forme pour Haïti, mais en même temps, cette formation va amener les gens à quitter. On se retrouve encore dans un autre nœud. Tammy, voulez-vous intervenir à ce sujet-là? Donc, pour Avant qu'on répondre puisse donner le mot de la fin à tout le monde, oui. Oui, donc pour répondre à votre question, à savoir si Haïti est devenu un lieu de passage, personnellement, entendre cela m'attriste un peu parce que, bon, ma culture n'est pas un lieu de passage et je ne voudrais pas non plus qu'elle devienne un lieu de passage non plus, mais je comprends que la situation dresse un portrait de cette envergure-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question qui est très difficile à répondre parce que, bon, à travers notre discussion, on a pu ressortir plusieurs nœuds. Donc, lorsqu'on intervient ici, on va devoir intervenir dans un autre domaine et ainsi de suite. Donc, ça serait très difficile à répondre, mais comme je l'avais mentionné tout à l'heure dans mes propos, ce qui serait idéal pour moi pour le moment, de ce que moi je vois, c'est vraiment l'investissement. Je sais que, bon, c'est facile à dire parce qu'on devrait intervenir à différents niveaux, mais je crois que les Haïtiens ont une très grande capacité, ont beaucoup de compétences et je crois que c'est à nous. Les moyens, les ressources, je ne sais pas, mais je crois que c'est à nous de rebâtir ce beau pays. Voilà. Merci, Tammy. Merci pour tout cela. Naturellement, vous comprendrez, vous l'aurez compris, je pense, que j'ai posé la question, en fait, oui, en me faisant l'avocate du diable, mais en même temps, vous avez fait écho à la pertinence de la question quand même, parce que j'ai vu mes parents moi-même qui ont quitté Haïti depuis 60 ans maintenant, mais
depuis plus de 60 ans. Bon, c'est sûr qu'ils ont eu ce rêve d'y retourner. Ça n'a jamais été un lieu de passage au début. Et puis, peu à peu, avec les dizaines d'années, et puis surtout après le départ de Duvalier, il y a eu beaucoup de retours en Haïti. Et puis, bon, les gens ont déchanté, ils sont retournés, ils se sont diasporisés de nouveau. Et donc, il y a eu un désenchantement de ce côté-là aussi. Si bien que les gens se sont dit, bon, ben, finalement, oui, est-ce que finalement, je ne reverrai peut-être pas ici de mon vivant de toute manière, et fort probablement pas mes enfants, ni mes petits et arrière-petits-enfants. Nous en sommes maintenant à la 4e, presque 5e génération dans la diaspora haïtienne au Québec. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, bon, ben, pour le mot de la fin, quelle citoyenneté est-ce que nous sommes en train de vivre en tant qu'Haïtienne, en tant qu'Haïtien, à la fois en Haïti, mais partout dans ces 10, 14 pays que nos compatriotes traversent en marchant, etc., dans d'autres pays où nous sommes vulnérabilisés, que ce soit en Haïti. Quelle citoyenneté pour nous, Haïtiens, en 2022? Qui veut répondre? Vous avez entendu ma question? Oui, oui. Comme mot de la fin, oui. Quelle citoyenneté pour nous? Bien, présentement, moi, j'ai emprunté une citoyenneté qui est la citoyenneté canadienne. Une citoyenneté qui pourrait m'être retirée si je représente un objet public pour le public. Donc, je suis avant tout haïtien dans mon cœur, même si j'ai maintenant un passeport canadien. L'autre chose que je fais, comme je vous dis, je fais de l'éducation populaire justement des gens qui viennent d'arriver ici. Mais j'ai aussi, pardon, j'éduque aussi des gens qui sont intéressés à la cause haïtienne, qui sont pas d'origine haïtienne. J'ai des enfants métissés qui sont, mon ex était d'origine canadienne, mais le plus beau compliment que j'ai eu, le plus beau cadeau que j'ai eu de mon fils, le plus jeune qui est blanc, si je peux dire, parce qu'il paraît blanc, c'est que je dis, papi, j'ai été chercher mon passeport haïtien. Je ne pouvais pas mieux au sort parce que j'ai vu qu'il y a moyen de motiver ces jeunes-là à aller voir leur pays. Et je pense que, Magdala, effectivement, tu as raison, la question de ces jeunes qui se cherchent. J'ai participé à une réunion il y a peut-être 2 ans où il y avait 4 générations de jeunes et je me suis aperçu que ces jeunes-là se posent la même question que je me suis posée à leur âge. Donc, il y a quelque chose dans le transfert générationnel qui ne s'est pas fait. Ces jeunes-là se recherchent malgré qu'ils sont nés ici au Canada et ils se sentent haïtiens avant tout et ils veulent en savoir plus. Donc, on a un travail d'éducation à faire. Je pense qu'on doit faire le lien générationnel qui, quelque part, a été perdu pour retrouver notre essence d'être un citoyen haïtien avant tout. Donc, citoyen haïtien, j'aime bien la notion de citoyenneté d'emprunt. Oui. J'aime bien cette notion, Franck. Donc, ce qui veut dire être haïtien, mais dans d'autres contextes sociaux, géopolitiques, voilà, etc., mais demeurer haïtien. Donc, en fait, c'est une citoyenneté que tu nous proposes, mais qui n'est plus liée à la terre, mais qui est liée, en fait, à la culture, à l'origine, mais qui n'est pas liée nécessairement à l'endroit où nous vivons, en fait. Tout à fait. Merci, André. Merci. Pour le mot de la fin, alors, quelle citoyenneté pour nous, les Haïtiennes, les Haïtiens, dans le monde? Tammy, Manuel, on va commencer avec Tammy. On a toujours fini avec Tammy. Tammy, voulez-vous nous dire, selon vous, cette notion de citoyenneté pour nous? Je crois que la notion de citoyenneté, pour moi, malgré les situations difficiles du pays, mais elle reste la même. Donc, je crois qu'on continue à garder quand même notre culture en dépit de tout et en espérant que bon, les choses pourraient s'améliorer. Et comme André France l'avait mentionné, peu importe où est-ce qu'on peut se retrouver, on va quand même garder notre culture qui fait en sorte qu'on reste quand même des citoyens d'Haïti. Mm-hmm. Merci, Tammy. Donc, citoyenneté d'emprunt, et puis pour vous, ça semble une citoyenneté qui est plutôt culturelle, en fait, qui nous relie, etc. Merci. Manuel, allez-y. Ben, moi, cette question-là me fait réfléchir par rapport à l'idée de c'est quoi être un citoyen de quelque part? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en dehors de l'aspect
légal ou administratif, comme quand on a un passeport de quelque part. Est-ce que je pense que pour des raisons sociaux, d'égalité économique, je pense que le contexte, l'hégémonie dans laquelle on vit veut garder cette idée de limite géographique ou bien de limite géographique, physique et conceptuelle pour empêcher un mouvement équitable. Okay? Donc, je pense que idéalement, il faudrait commencer à questionner qu'est-ce que ça veut dire être citoyen en général et aller au fond des enjeux qui essaient de cristalliser la description qu'on a aujourd'hui. Donc, pour revenir à ta question, je vais abonder dans la direction de Franz dans le sens que moi, Haïti a forgé ma sensibilité. C'est cette sensibilité qui me permet d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui me connecte avec cette terre qui me définit. OK? Et de manière cosmique, je ne pense pas non plus qu'on est... c'est pas anodin où est-ce qu'on est sur cette terre. C'est pas physiquement. Donc, j'aimerais penser que je ne suis pas... je sais pas si le mot citoyen est pertinent, en fait. Je me demande, je sais pas, au fait. Je sais pas si c'est pertinent. Avec ce que je vous ai dit, ça soulève des questions qui font que je suis pas capable de trancher pour dire que je suis ça ou ça. Je pense que je transporte une sensibilité haïtienne à l'intérieur de moi et c'est à travers cette sensibilité que je vois le monde. Donc, théoriquement, je suis un citoyen haïtien. Communautaire, une citoyenneté diasporique. Je vois comme une sorte de... le lieu, quel que soit le type de lieu, où l'on peut manifester sa présence au monde. Exact. Et c'est ce que vous faites, Manuel, par votre art, en fait. Moi, je vous vois plutôt comme un citoyen du monde. Oui, je suis d'accord, mais vous voyez, dans ce que vous dites, l'Internet est venu peut-être contrecarrer ça dans le sens que l'Internet, c'est un non-lieu, au fait. Donc, je peux être partout en même temps. Donc, ça casse les limites de cette idée de citoyen d'un endroit, c'est où est-ce que je manifeste qui je suis au monde. Je peux le faire en étant nulle part, au fait. Je ne suis pas obligé d'être quelque part de précis. Je peux être en ligne et je suis en relation avec toute la planète. Donc, ça aussi, ça rentre dans le débat de cette idée de citoyenneté et d'être présent à travers notre citoyenneté. Ouais. Merci, Damnesta. Donc, les médias sociaux, l'Internet comme des non-lieux, finalement. Pas des lieux virtuels, mais des non-lieux. J'aime votre concept, là. Merci, Manuel, pour cette réflexion. On va terminer avec Magdala. Merci, Magdala, quelle citoyenneté pour nous, les Haïtiennes, les Haïtiens de ce monde en 2022? Normalement, par éducation, économiquement, OK, on est citoyen du monde. C'est-à-dire, on doit agir pour que le monde soit meilleur. Mais aussi, culturellement, et le sentiment d'appartenance, on reste et on demeurera haïtien. Voilà. Donc, c'est la conclusion. On reste, on demeure haïtien. Est-ce que ça s'arrête à quelle génération, par exemple? Ah oui, il y a du maïs. Alors, en parlant de génération, j'avais rencontré une amie qui est née aux États-Unis et ensuite, elle m'a dit, Magdala, je ne sais pas parler créole, mais je dois payer pour parler créole. Elle a payé beaucoup d'argent pour apprendre le créole. Et ensuite, je dis, bon, elle a dit, bon, moi, je dois me rendre en Haïti. OK. Maintenant, arrivé en Haïti, il y a les événements de 6 et 7 avril 7 juillet 2020. 2018? 2018. C'est pour l'essence? Pour l'essence. Oui, 2018. 2018. Maintenant, je lui ai dit, ah bon, tu es bien arrivé, tu as vu, lorsqu'on te parle d'Haïti, c'est ça. Elle a dit vraiment, mais
Si demain, on me demande d'y retourner, je vais retourner. Ça, c'est grand, c'est merveilleux. Lorsque j'ai entendu ça, je me dis, waouh, mais effectivement, on doit travailler, on doit se mettre ensemble vraiment pour embellir notre pays, pour vraiment dire, bon, voilà, je suis citoyenne d'Haïti. Merci Magdala sur ces mots de la fin. Patrick, est-ce qu'il nous reste 2 minutes encore? Oui, il reste 2 minutes. pense. Je voulais juste dire merci Oui, à tous les oui. panélistes avant. Je suis content de vous avoir choisi parce que vous m'avez prouvé que j'avais fait le bon choix. Surtout que ça a amené des réflexions en plus encore. Donc, c'était le plus important, c'était le but de la session. Donc, je vais laisser Gina terminer. Merci Patrick. Je ne crois pas qu'on ait de questions d'autres personnes. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir posé beaucoup de questions. Donc, sur ce point, je vais justement mettre fin à notre session en vous remerciant infiniment. En tout cas, l'enregistrement demeure valable et donc, on va pouvoir justement partager cela avec d'autres personnes. Je pense qu'ils seront très intéressés à vous entendre et à écouter tout ce que vous avez amené. Et moi, il me reste à dire, dans tout ce que vous m'avez dit, j'ai l'impression que finalement, cette notion de diaspora peut nous amener aussi à une notion dont on parle maintenant, qui est des citoyennetés diasporiques, mais peut-être des identités transnationales, hein? Donc, le fait d'être en Haïti, le fait d'être haïtien, on peut être haïtien, haïtienne ailleurs dans le monde et c'est ce que je vais retenir de ce que vous avez partagé avec nous. Donc, nous aurons des identités, citoyennetés haïtiennes au-delà des frontières géopolitiques dans lesquelles nous sommes enfermés par la politique. Alors, sur ce, merci Tami Jean-Baptiste, merci Emmanuel Mathieu, merci Franz André, merci Magdala Jean-Baptiste pour votre participation et vos idées et, mon Dieu, gardez votre foi en Haïti. Je pense que elle en a grand besoin. Je dis elle parce que pour moi, Haïti est une femme. D'accord, notre maman, en fait, elle en a grand besoin. Donc, gardez votre foi en Haïti. Et puis, j'espère qu'on va garder le contact pour une prochaine discussion et de prochaines actions aussi. Merci infiniment, Marquis, d'avoir assisté à notre panel et merci, Patrick, d'avoir fondé, d'avoir conçu le panel et de l'avoir aussi organisé. Merci à vous toutes et tous. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et aussi prenez bien soin des autres, notamment nos autres en Haïti, bien sûr. Alors, sur ce, Patrick, je vais te laisser faire je vais vous envoyer un grand cœur. Et Merci voilà, Manuel Mathieu, au plaisir de voir vos expositions, ça doit être connu. Franz, au plaisir aussi de contribuer à tes nombreuses initiatives à la défense de nos frères et de nos sœurs haïtiens au Québec nouvellement arrivés. Magdala, j'espère qu'on aura l'occasion, et Tami, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans les couloirs de l'UQAM, mais aussi à travers d'autres collaborations prochaines. Merci infiniment d'avoir participé à ce panel.